Alors bonjour les matheux, garçons et filles. Je vous souhaite la bienvenue cette fois dans la correction d'un nouveau examen, mais cette fois-ci de l'année de 2021, toujours la région de Fès cette fois, parce qu'il y a beaucoup d'abonnés sur cette chaîne qui demandent des corrections de la région de Fès. Donc j'ai vu que c'était nécessaire de passer par Fès, de commencer par celui de Fès, surtout pour l'année de 2021. On a déjà fait 2023, 2022, et là on attaque 2021. Celui de 2021, il n'y a que la version arabe, donc c'est l'un de nos abonnés qui me l'a envoyé. Donc la version arabe, mais sachez que c'est la même chose pour la version française. Donc c'est les mêmes exercices, ils font que la traduction. Donc c'est les mêmes exercices. Donc j'ai fait la traduction pour vous et on va sans tarder commencer par l'exercice 1. Il y a 4 exercices, je pense qu'ils sont assez faciles, mais on va voir. Parce que c'est toujours il y a des surprises. Et sans tarder, on commence par ou plutôt par l'exercice 1. Donc on écrit exercice 1. Première question. Résoudre dans l'ensemble des nombres réels l'équation 2x plus 5 est égal à 3x moins 1. D'accord, nombre réel. Très bien. Donc résolution. Il n'y a pas de surprise. Résolution de l'équation 2x plus 5 est égal à 3x moins 1. Alors là, déjà je m'excuse un peu pour le bruit qui est tout autour de moi, parce que là je suis dans un aéroport. Donc l'arrière-plan sonore, il y aura des bruits, des sons qui sont pas, qui peuvent vous perturber, mais je m'en excuse davantage. Très bien, donc c'est une équation qui est simple, il n'y a pas de fraction, il n'y a pas d'exposant. Donc la méthodologie la plus simple, c'est de mettre les inconnus d'un côté et les connus d'un autre côté. Et je mets 2x moins 3x est égal à moins 1 moins 5. Ça, on l'a déjà vu. Et 2x moins 3x, ça fait moins x, est égal à moins 6. Donc x est égal à 6. Très bien. Donc, l'équation 2x plus 5 est égal à 3x plus 1 admet une unique solution qui est de 6. Très bien. Deuxième question. Je pense que c'est assez facile. Résoudre dans l'ensemble des nombres réels l'équation 4 moins 2x facteur de 3x plus 2 est égal à 0. Très bien. Donc résolution. Ça, c'est une équation aussi qu'on a déjà vue. Résolution de l'équation 4 moins 2x facteur de 3x plus 2 est égal à 0. Alors là, on a déjà vu ça, donc c'est simple, c'est soit que ce terme est égal à 0, soit ce terme est égal à 0. Donc on écrit 4 moins 2x est égal à 0 ou 3x plus 2 est égal à 0. Donc là, j'ai deux équations et je continue à faire sortir les 2x. Pourquoi? Parce qu'il suffit qu'un seul des deux termes ait la valeur 0 pour que la multiplication soit nulle. Et c'est logique. Donc ça me donne moins 2x est égal à moins 4. C'est-à-dire que x est égal à moins 4 sur moins 2. C'est-à-dire que x est égal à 2. D'accord? Ou 3x plus 2 est égal à 0, c'est 3x est égal à moins 2. X est égal à moins 2 sur 3. D'accord? Donc x, je répète, x moins 2 sur 3. Donc, l'équation, je vais la reprendre pour être propre dans ma réponse. 4 moins 2x facteur de 3x plus 2 est égal à 0. Admet, cette fois deux solutions, admet deux solutions qui sont moins 2 sur 3 et 2. Très bien, voilà donc pour la deuxième question. Et on attaque la troisième question. On considère l'inéquation suivante. Très bien, donc 5x plus 1
inférieur est égal à 7 moins x, ça c'est mon équation. Résoudre petit a, résoudre l'inéquation dans l'ensemble des nombres réels. Et petit b, résoudre l'inéquation dans l'ensemble des entiers naturels. D'accord. Très bien, c'est une très belle question. Je ne sais pas comment vous allez faire. On va faire un petit rappel avant d'attaquer cette question pour montrer un petit peu les entiers. Ce qu'il faut savoir, qu'il y a un ensemble de nombres. Il y a l'ensemble, l'ensemble des entiers naturels. أعداد صحيحة طبيعية. C'est les chiffres ou les nombres 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite. Il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de fraction, il n'y a pas de signe moins. Ça demande qu'on le nom أعداد صحيحة طبيعية. Ok, l'ensemble des entiers relatifs avec un R ici. Relatifs. L'ensemble des entiers relatifs, on a les entiers naturels plus leurs négatifs, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3 sans la virgule, et ainsi de suite. Et on rajoute aussi d'autres nombres, c'est moins 1, moins 2, moins 3, et ainsi de suite. Donc ça contient aussi les nombres qui sont négatifs. C'est ce qu'on appelle les nombres, ou plutôt l'ensemble des entiers relatifs. D'accord? Ok, l'ensemble, c'est le plus grand ensemble, c'est l'ensemble des nombres réels. D'accord, les nombres réels, ça englobe tous les nombres, c'est-à-dire avec ceux qui ont la virgule et ceux qui ont la fraction, c'est-à-dire tous les nombres plus ceux qui ont la virgule, c'est-à-dire 0,5, 0,6 et ainsi de suite, plus les fractions 1 sur 3 et ainsi de suite. D'accord? J'espère que vous avez bien compris. Pourquoi les fractions c'est différent? Vous allez me dire oui, 1 sur 3 c'est la même chose que 0,5. Non, 0,5, il n'y a qu'un seul chiffre après la virgule, c'est 0,5. Et c'est bon. Et ça peut être égal à 1 sur 2. D'accord? Par contre, 1 sur 3, c'est pas le cas. C'est 0,3333333, ça ne s'arrête pas. Donc c'est indéfini ce qu'on a après la virgule. C'est ça ce qu'on appelle une fraction. Et ça c'est un chiffre, c'est un nombre décimal. D'accord? Et bien l'ensemble des nombres réels, ça englobe le tout. Et avec le signe, que ce soit positif ou négatif, on les maintient. Ils sont tous dans cet ensemble. D'accord? Donc du coup ici, on me demande pour la première question de trouver les solutions dans l'ensemble des nombres réels. Ça on l'a déjà vu, c'est normal. Donc c'est la droite contraste, c'est la droite graduée où on fait donc la résolution simple. Mais là, la deuxième question, c'est de trouver les solutions dans l'ensemble des entiers naturels. Alors là, on va faire une filtration, c'est-à-dire de garder que les nombres qui sont inclus dans l'ensemble des entiers naturels. Et on va faire ça. Donc je garde ce rappel pour vous. Je vais maintenir ce rappel et on continue. On va résoudre l'inéquation. Donc on a 5x plus 1 inférieur est égal à 7 moins 3. On va mettre, non c'est pas moins 3, pardon, c'est moins x. C'est une inéquation simple, pas de fraction, pas d'exposant. Donc je vais mettre les inconnus d'un côté, les connus d'un autre. Donc ça va me donner 5x moins, ou plutôt plus x, inférieur est égal à 7 moins 1. 5x plus x, ça fait 6x. Inférieur est égal à 7 moins 1, ça fait 6. Donc x, c'est inférieur est égal à 1. 6 sur 6, ça fait 1. Donc c'est ça la solution. Donc, tous les nombres réels inférieur ou égal à 1 sans solution attends, pour ne pas bousiller la chose, sont des solutions de cette inéquation. D'accord? Et on peut tracer ça sur une droite graduée. Je
prend le stylo marron comme d'habitude. On trace notre droite. On va dire que ça c'est le 0, ça c'est le 1 et ça c'est le moins 1. Et mes solutions, c'est quoi? C'est inférieur est égal à 1. Donc tout ça, c'est des solutions. On va changer la couleur. Voilà. Et 1, il est inclus ou pas inclus? Eh bien, il est inclus parce que est égal, c'est inférieur est égal. Donc les crochets sont dans le sens des solutions. Donc pour moi, tous les nombres qui existent dans cette ligne bleue, c'est des solutions, y compris le chiffre 1. D'accord? Et ça, c'est l'ensemble des nombres réels. Mais pour la question B, la résolution de cette inéquation dans l'ensemble des entiers naturels. Ah non, attends. Dans l'ensemble des entiers naturels. Et quoi? Comment je vais raisonner? Déjà, tous les nombres avant le 0, c'est des nombres qui sont négatifs. Tout ça, c'est des nombres négatifs. D'accord? Attends, je vais reprendre le schéma, comme ça vous allez voir plus clair. Je prends ma droite pour ne pas bouger celle-là. Qu'est-ce que je peux dire? Attends. Voilà, je prends mon stylo rouge. Alors, tous les nombres qui sont avant le 0, tous les nombres qui sont ici, c'est des nombres qui sont négatifs. Donc, tous les nombres qui sont avant le 0, c'est des nombres qui sont négatifs. C'est-à-dire, vous avez moins 1, moins 2, moins 0,5 et ainsi de suite. Donc, tout ça, on ne va pas l'inclure. Mais qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste, dans mon cas, il me reste quoi? Il me reste que 0, qui est inclus dans l'ensemble des entiers naturels. Et entre 0 et 1, j'ai pas des entiers naturels. Entre 0 et 1, qu'est-ce que j'ai? J'ai que 0,1, 0,2, 0,3 et ainsi de suite jusqu'à 0,9, 0,999 et 1. Ben 1, c'est un nombre entier naturel. 0, c'est un nombre entier naturel. Mais entre 0 et 1, il n'y a que des nombres ou des nombres qui sont avec la virgule. Donc, ils ne sont pas inclus dans l'ensemble. Donc, dans cet ensemble, je n'ai que deux solutions. C'est 0 et 1 qui sont inclus dans l'ensemble des solutions de cette inéquation. D'accord? Et qu'est-ce que je peux dire? Donc, les solutions, ou plutôt on va dire l'inéquation admet deux solutions dans l'ensemble des entiers naturels. Qui est quoi? Qui est 0 et 1. D'accord? Parce que 0 et 1 sont des entiers naturels. Mais entre 0 et 1, c'est que des chiffres avec la virgule, donc ne sont pas incluses. Et au-delà de 0, c'est que des chiffres ou que des nombres qui sont négatifs, qui ne sont pas des entiers naturels. Par contre, ils sont des entiers. On peut trouver des entiers relatifs, mais on ne peut pas trouver des entiers naturels. Donc dans ce cas, je n'ai que 0 et 1. Très bien cette question. Très bien. Ça, c'est une très belle question. Quatrièmement, le périmètre d'un triangle est 16 cm, d'accord, sachant que les mesures de ses côtés en centimètres sont x plus 1, x et 2x plus 3, calculez la mesure de chaque côté du triangle. D'accord. Là, il va falloir connaître le mot périmètre, parce que le mot-clé ici, c'est le périmètre. On va expliquer un petit peu périmètre. Qu'est-ce que ça veut dire périmètre? Périmètre,
périmètre. Périmètre d'un triangle. C'est simple. Par exemple, vous avez un triangle. Vous avez le premier côté, le deuxième côté et vous avez le troisième côté. On va dire ça. Et bien le périmètre, ça, on va dire que vous avez ici par exemple 2 cm et vous avez ici 1 cm. Enfin, je dis, hein, et ici vous avez par exemple vous avez ici par exemple 4 cm. Donc le périmètre, c'est de prendre le premier côté, 2 cm, de rajouter le deuxième côté qui est de 1 cm. C'est juste une supposition, c'est pas les mêmes mesures. Et vous avez donc, le troisième côté qui est de 4 cm. Si vous faites le total de tout ça, donc 4 plus 2 ça fait 6, ça fait 7 cm au total. Ça c'est le périmètre, c'est le mohit, c'est toutes ces distances. Donc dans mon cas, on me dit que ce triangle a 3 côtés. Donc le premier périmètre c'est x plus 1, le deuxième périmètre c'est x, plutôt pardon, le premier côté c'est x plus 1, le deuxième côté c'est x et le troisième côté c'est 2x plus 3. Très bien. Et ils me disent que le périmètre du triangle est 16 cm. Ben, c'est simple. Comment je vais faire ça? Ils me disent de calculer la mesure de chaque côté de triangle. Mesurons le côté plutôt on va dire mesurons la distance carrément, c'est une distance en fin de compte, la distance de chaque côté de ce triangle. Et bien, comment on va faire? On sait que quoi? On sait que le premier côté c'est x plus 3, plus le deuxième côté c'est x, plus le troisième côté qui est 2x plus 3 est égal à 16. C'est ça l'équation qu'il faut sortir. C'est-à-dire le premier côté plus le deuxième côté plus le troisième côté est égal à 16. Je n'ai qu'à déterminer x pour revenir à cette expression et déterminer la mesure ou plutôt la distance de chaque côté. C'est simple. Donc résolvons cette équation. Ben, c'est simple. On a x plus 1 plus x plus 2x plus 3. C'est une équation simple. On va mettre les inconnus d'un côté, les connus d'un autre. Donc j'aurai quoi? X plus x, ça fait 2x, plus 2x, ça fait 4x. Plus 1 plus 3, ça fait 4, est égal à 16. Donc 4x est égal à quoi? C'est 16 moins 4, est égal à 12. Donc x est égal à 12 sur 4, est égal à 3 cm. D'accord? Alors, le premier côté est x plus 1. Donc, qu'est-ce que je fais? Je remplace x par 3. Donc, il mesure 3 plus 1 est égal à 4 cm. Le deuxième côté est quoi? C'est x. Donc, il mesure 3 cm. Donc, je remplace x par 3. Le troisième côté est, c'est quoi? C'est 2x plus 3. Donc, il mesure combien? 2 fois 3, ça fait 6. 2 fois 3, ça fait 6. Plus 3, ça fait 9. Donc, il mesure 6 plus 3, exactement, 9 cm. D'accord? Donc, mon triangle, il mesure... Premier côté, c'est 9 cm. Deuxième côté, c'est 3 cm. Et le dernier côté, c'est 4 cm. Très bien.
Voilà. Alors apparemment il y a un problème ici. Parce que on ne peut pas tracer ce triangle. Parce que si vous prenez un côté de 9 cm, on ne peut pas tracer ce. Il y a une erreur dans ce problème. Donc, parce que si vous prenez un côté de 9 cm, non, attends. Si vous prenez le premier côté de 9 cm, on va dire 9 cm, vous allez mesurer 3 cm et vous allez mesurer 4 cm. Si vous tracez l'arc et vous tracez un arc ici, ils ne vont jamais se couper. Il y aura jamais, parce que 4 plus 3, ça ne dépasse pas 9. D'accord? Il y a un problème. C'est pas un triangle. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Parce que 4 plus 3, ça fait 7 cm. Et 7 cm ne dépasse pas 9. Et tant que ça ne dépasse pas, donc le premier arc ne va jamais toucher le deuxième arc. Donc on n'aura jamais une intersection. On n'aura jamais un sommet. Donc déjà c'est un problème dans cet exercice. Mais en tout cas, on ne vous demande pas de dessiner, on vous demande que de mesurer. Donc voilà. Donc les mesures c'est ça. C'est 4 cm, 3 cm et 9 cm pour les trois côtés. Mais sachez que le triangle, on ne peut pas le tracer. Voilà, c'était pour le premier exercice de cet examen de FESS de 2021. Et on passe à l'exercice numéro 2. Alors, exercice 2. Résoudre algébriquement le système d'équations suivant. Donc, 1. Résolution du système. Très bien. Qu'est-ce qu'on écrit notre système? Notre système, c'est 2a plus 9 est égal à 7b. Très bien. Et vous avez 3b moins a moins 1 est égal à 0. Avec a et b, deux nombres réels. A et b, qui sont des nombres réels. Très bien. Eh bien, la résolution, il va falloir, c'est simple, donc nos inconnus ici, on connaît que pour résoudre un système, on connaît que les inconnus x, y, bah, c'est la même chose. Juste que ici, on va mettre a et b. Au lieu de travailler avec x, y, on va travailler avec a et b. Donc c'est la même chose. Hein. Donc soit ici on fait la méthodologie, on connaît nos méthodologies, donc la méthodologie graphique, sinon là, la méthodologie algébrique. Méthodologie algébrique. Et dans la méthodologie algébrique, on connaît deux, donc la combinaison linéaire, et deuxièmement la substitution. Et ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, on va reprendre notre système, on va le réorganiser parce que je vois que le premier inconnu est écrit ici, le deuxième inconnu est écrit dans l'autre côté de l'équation. Et si, au lieu de mettre le premier inconnu dans le premier ordre et le deuxième inconnu dans le second ordre. Parce que dans le cours, qu'est-ce qu'on a vu dans le cours? Un système s'écrit comment? Un système s'écrit AX plus BY est égal à C. Et A'X plus B'Y est égal à C'. D'accord? Ici, on va travailler avec des A et B. Donc, il va falloir le réorganiser de cette façon. D'accord? Et on va le reprendre. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, c'est 2A moins 7B est égal à moins 9. D'accord? Et pour la deuxième équation, on va mettre moins A plus 3B est égal à 1. Là, le système est un peu réorganisé. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Ça veut dire que le A, je l'ai mis au premier ordre, et le B dans le second ordre. D'accord? Voilà. Très bien. Maintenant, je peux dire que je peux appliquer
directement la substitution. Pourquoi? Parce que j'ai un A ici, factorisé par A moins 1. Donc je peux écrire A en facteur de 3B et 1 sans passer par la combinaison linéaire. Et je peux dire que on a, selon l'équation 1, déjà la méthodologie choisie, c'est par substitution, on va dire ça. Méthodologie choisie par substitution. Comme ça, le professeur saura ce que vous utilisez. Substitution. Très bien. Donc, on a selon l'équation 2, on va dire que ça c'est 1 et ça c'est 2. On a quoi? A ou moins A est égal à 1 moins 3B. C'est-à-dire que A est égal à 3B moins 1. On va dire que ça, c'est la troisième équation. Maintenant, remplaçons l'équation 3 dans l'équation 1 du système. Et qu'est-ce qu'on a? Donc, la première équation, elle s'écrit comment? C'est 2A. Donc, c'est 2. Je vais reprendre l'équation. 2A moins 7B est égal à moins 9. Là, je vais substituer le A. D'accord? Donc, je vais substituer A par l'expression que je viens de sortir. Et j'écris 2 facteur de 3B moins 1 moins 7B est égal à moins 9. Donc, ça va donner 6B moins 2 moins 7B est égal à moins 9. Donc 6B moins 7B, ça fait moins B, est égal à moins 9, plus 2. C'est moins B est égal, moins 9 plus 2, c'est 7, c'est moins 7. Donc B est égal à 7. D'accord? On va le mettre en bleu. Et on continue. Maintenant, ça c'est l'équation 4. Remplaçons la valeur de B est égale à 7 dans l'équation 3 que je viens de sortir. Et l'équation 3 c'est quoi? C'est A est égal à 3B moins 1. A est égal à 3B moins 1. Je sais que B est égal à 7, donc A est égal à 3 fois 7 moins 1. 3 fois 7, c'est 21. Moins 1, c'est 20. Donc A est égal à 20. Et j'encadre ma réponse. Donc, le couple 27 est l'unique solution de ce système. D'accord? Et je peux encadrer ma solution. C'est ça mon couple clé. C'est ça la solution. Très bien. Non. Je le veux en vert. Merci. Très bien. Deuxième question. Donc c'est un petit problème, résolution de problème. Ça, on va l'attaquer rapidement. Résolution de problème. C'est assez facile, mais en même temps, ça demande. Donc c'est l'examen de 2021. Je pense qu'il était un peu chaud. Il n'y a pas assez de questions faciles comme les nouveaux examens, quoi. Donc dans un petit village lointain, le triple des garçons non scolarisés dépasse le nombre des filles non scolarisées par 1. D'accord. Et 7 fois le nombre de garçons non scolarisés dépasse le double du nombre des filles non scolarisées par 9 personnes. Calcule le nombre total des enfants filles-garçons non scolarisés dans ce village.
Très bien. Donc on va utiliser donc notre méthodologie qu'on suit toujours. Donc on va énumérer les étapes à suivre. Donc la première étape, c'est quoi? C'est le choix des inconnus. Très bien. Deuxième étape, c'est quoi? C'est la mise en système. Non, à mon avis. Troisième étape, c'est la résolution du système. Et la quatrième étape, c'est le retour au problème. Vérification. Et réponse aux questions. Ça, on l'a déjà vu. Il va falloir vraiment maîtriser tout ça. Vérification, réponse aux questions. Très bien. Donc la première étape, on va l'attaquer rapidement aussi. Qu'est-ce qu'on a? Il va falloir choisir les inconnus. La question. Les inconnus, on va les tirer directement des questions. La question, ils me disent de déterminer le nombre total des enfants, filles et garçons, non scolarisés dans ce village. Donc on va mettre X qui est égal le nombre des filles et Y le nombre des garçons ou l'inverse. Mais puisque mon système on utilise A et B, soit on peut utiliser X, Y, soit on peut utiliser A et B. Mais il faut juste garder dans la tête que c'est le même système, c'est des inconnus. Vous pouvez nommer vos inconnus comme vous voulez. Dans le problème, vous pouvez nommer vos inconnus X, Y et vous avez donc un système avec deux différents inconnus. C'est la même chose. Donc ça ne veut pas dire que si on change l'inconnu, ça va tout changer. D'accord? Donc la première étape, c'est le choix des inconnus. On va dire soit. On va suivre les inconnus qu'ils ont mis dans la question numéro 1. On va dire que soit A, c'est un inconnu, le nombre de quoi? On va dire le nombre de garçons. Le nombre de garçons. D'accord? Et soit B, le nombre de filles. Voilà, là je viens de choisir mes inconnus. Très bien. Deuxième étape, c'est la mise en système. La mise en système, comme je vous ai dit, il faut reprendre les phrases de l'énoncé. Donc la première phrase, on va la traduire en première équation, et la deuxième phrase, on va la traduire en deuxième équation. La première phrase, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le triple des garçons non scolarisés dépasse le nombre des filles non scolarisées par une personne. C'est simple, on a le triple des garçons non scolarisés dépasse le nombre des filles non scolarisées, les pauvres scolarisés par une personne. Comment je peux traduire tout ça? On me dit que le triple des garçons dépasse le nombre des filles non scolarisées par une personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre des filles, c'est-à-dire que le nombre des filles est égal à quoi? Est égal à 3 fois le nombre des garçons plus 1. C'est-à-dire, et c'est quoi le nombre des filles? C'est B. Donc là ici B est égal à quoi? 3 fois A plus 1. C'est-à-dire que 3 fois le nombre des garçons, 3 fois le nombre des garçons plus une personne, et on aura le nombre des filles. Ça, c'est les filles. D'accord? Donc ma première équation, c'est ça. Et je peux la simplifier, je peux écrire, c'est 3A moins B est égal à 1. D'accord? Ça, c'est ma première équation. Très bien. Et je reprends la deuxième phrase. Qu'est-ce qu'il dit? Et 7 fois le nombre, et on a 7 fois le nombre de garçons
non scolarisés dépasse, on a cette fois le nombre de garçons non scolarisés dépasse le double du nombre de filles, dépasse le double du nombre de filles non scolarisées par 9, non scolarisées par 9 personnes. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de tout ça? Donc, cette fois, le nombre de garçons, c'est quoi? C'est A. Donc, 7 fois le nombre de garçons, il dépasse le double du nombre de filles, c'est-à-dire 2 fois le nombre des filles de B, de 9. C'est-à-dire que le nombre de garçons, il est égal à quoi? Il est égal au double du nombre de filles, plus 9. D'accord? Et là, je peux écrire que 7A, l'équation, on peut l'écrire 7A moins 2B est égal à 9. Et ça, c'est ma deuxième équation. D'accord? Donc, le système s'écrit comment? C'est 3A moins B est égal à 1. Et 7A moins 2B est égal à 9. Et on va comparer ça avec notre système qu'on a résolu tout à l'heure. On a quoi? Notre système s'écrit comment? 3A. Sinon, on va inverser pour se rapprocher du système de la question numéro 1. On va dire 7A moins 2B est égal à 9. D'accord? Et nous avons 3A moins B est égal à 1. D'accord? Et le système que nous avons résolu, c'était quoi? Le système de la première question s'écrivait comment? Il s'écrivait 2A moins 7B est égal à moins 9. Et il s'écrit comment aussi? C'est écrit moins A plus 3B est égal à 1. Et la solution de ce système, c'était combien? C'était 27. D'accord? Mais ici, pour passer de là à là, il y a une inversion d'inconnu. Donc s'il y a une inversion d'inconnu, donc le couple de solutions, c'est l'inverse. Donc l'inverse de cette couple, c'est 7, 20. D'accord? Parce que ici, nous avons quoi? Au lieu de A, nous avons un B. Et au lieu de B, nous avons un A. De même, au lieu d'un A, nous avons un B. Et au lieu de B, nous avons un A. D'accord? Donc si ça est A et ça est B, donc ici le A c'est le B. Donc il y a une inversion. On inverse. D'accord? Mais on peut même vérifier. Pour être sûr, 7 fois A qui est 7, moins 2 fois 20 est égal à combien? 7 fois 7, ça fait 49. Moins 2 fois 20, c'est 40. Et 49 moins, c'est égal à 9. Donc, donc 7 est correct. On va vérifier aussi pour la deuxième équation. On a 3 fois A qui est de 7, moins B qui est de 20. Et 3 fois 7, ça fait combien? Ça fait 21 moins 20. Et 21 moins 20, ça fait 1. Et effectivement, on a 9 et on a 1. Donc effectivement, le couple de solutions, c'est 7, 20. C'est juste une inversion. C'est ce qu'il faut retenir. Une inversion de solution. Très bien. Donc le couple à retenir, c'est 7, 20. C'est ça, la solution de mon système. Il n'y a juste une inversion d'inconnu. Il est très difficile cet exercice pour les gens du 3e année collège. Je pense. Donc la 4e étape, on va faire quoi maintenant? La 4e étape, c'est la vérification. On va vérifier. Qu'est-ce qu'on a? On a le triple des garçons non scolarisés dépasse le nombre des filles non scolarisées par une personne. On sait que A, 7, c'est le nombre de garçons. Et on sait que 20, c'est le nombre de filles. Très bien. On a dit quoi? Le triple des garçons non scolarisés dépasse le nombre des filles non scolarisées par 1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que 3 fois le nombre des garçons, c'est-à-dire 3
3 fois le nombre de garçons. C'est combien le nombre de garçons? Il va dépasser quoi? Il va dépasser le nombre des filles par une personne. Et on va faire ça. C'est-à-dire que 3 fois 7 est égal à combien? Est égal à 21. Et le nombre de filles, c'est quoi? C'est 20. Plus 1 est égal à 21. Donc c'est égaux. Donc ça, c'est vérifié. Et dans le deuxième cas, on a 7 fois le nombre de garçons non scolarisés dépasse le double du nombre de filles non scolarisées par 9. C'est-à-dire 7 fois le nombre de garçons dépasse le double 2 fois le nombre des filles plus 9. Si on calcule ça, 7 fois 7, c'est 49. Et 2 fois le nombre des filles, c'est 2 fois 20 plus 9. 2 fois 20, ça fait 40. Et 40 plus 9, ça fait 49. Et 49 est égal à 49. Et c'est vérifié. Donc la vérification, elle est correcte. Et on peut dire à la fin, donc, le nombre de garçons non scolarisés dans ce petit village est combien? 7 malheureux garçons. Et le nombre de filles non scolarisées dans ce petit village est de combien? Malheureusement, c'est 20 filles. D'accord? Voilà, donc ça c'était pour le problème et on passe à la question numéro 3. Dans le plan rapporté à un repère orthonormé, on considère les deux droites. D'accord, on a la première droite D d'équation réduite y est égal à moins x plus 2. Et nous avons la droite delta d'équation réduite y est égal à 2x moins 1. Très bien, construire les droites D et delta et déterminer le point d'intersection. Pour tracer ces droites, on a besoin de quoi? On a besoin de 2 points pour chacun. Donc on va dire pour la droite T, on peut remplacer, si on suppose que x est égal à 0, on aura quoi? Y est égal à moins 0 plus 2, donc y est égal à 2. Donc le premier point, que je vais dire pas A, parce qu'ils ont déjà pris le A, on va dire le point B. 0, 2 appartient à D. Et je pose par exemple x est égal à 1 et je calcule le y. C'est moins 1 plus 2. Y est égal à 2 moins 1, ça fait 1. Donc le point C de couple de coordonnées 1, 1 qui appartient à la droite T. D'accord. Et pour la droite delta, on va dire delta. On va prendre x est égal à 0, ce qui implique que y est égal à combien? 2 fois 0, moins 1. Donc y est égal à moins 1. Donc le point D, par exemple, non, on ne va pas prendre le D parce qu'on a la droite D. AB, on va prendre E, le point E, H. Le point E de couple de coordonnées 0, moins 1 appartient à la droite delta. Et on va prendre x est égal à 1 cette fois. On va prendre que des valeurs de petites valeurs. Donc y est égal à combien? Donc c'est 2 fois 1. Moins 1. Donc y est égal à 2 moins 1, ça fait 1. Donc y est égal à 1. On a déjà vu 1, 1, c'est le point d'intersection. Donc 1, on va dire que H. H de couple de coordonnées 1, 1. Très bien. Maintenant, on va construire ce repère orthonormé. C'est simple, on va prendre notre stylo marron comme d'habitude. On trace l'axe des abscisses. L'axe des ordonnées.
va dire que nous avons ici le point O. On va dire que ça c'est I, 2, et ainsi de suite. Ça c'est J, 1, 2, et ainsi de suite. On va dire que ça c'est l'axe des X, ça c'est l'axe des Y. Et on trace nos points. Le premier point, c'est quoi? C'est B, 0,2. Donc B, 0,2. 0,2, c'est ici. Donc ça, c'est B. Très bien. C, c'est 1, 1. 1, 1, c'est ici. Ça, c'est le point C. Et le point E, c'est 0, moins 1. 0, moins 1. Donc 0, moins 1, c'est ici. Ça, c'est le point E. Très bien. Et le point H qui est 1, 1. Donc c'est des points confondus. On va dire que on va supprimer H. On va dire que c'est le point C. Parce que je sais que voilà, C c'est 1, 1. On ne peut pas mettre de points. On peut dire que c'est des points confondus, mais je préfère garder un seul point au lieu de mettre C et H sur le même point. Très bien. Donc déjà les droites D et delta, ils se coupent au point C. Et le point C, c'est le point d'intersection qu'ils me disent. Ils me disent de déterminer le point A. D'accord? On va voir ça, tout ça ensemble. Donc le premier point passe par B et C. Plutôt la droite passe par B et C. Donc ça, c'est ma première droite. Je vais la mettre en vert. Voilà. Voilà. Voilà ma droite. Et la deuxième droite, je vais la mettre au noir, qui passe par B et par C. C'est simple. Voilà. Ça, c'est la droite delta. D'équation réduite y est égale à 2x moins 1. Et ça, c'est la droite D d'équation réduite y qui est égale à moins x plus 2. Il se coupe sur un point. Ce point qui est A. Qui est C. D'accord? On peut dire graphiquement. Graphiquement, les droites D et delta se coupent au point C du groupe de coordonnées 1, 1 qui peut être considéré comme le point A. Comme le point A. Du groupe de coordonnées 1, 1. D'accord? Et on peut résoudre ça algébriquement. Algébriquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que algébriquement, l'intersection de la droite D et delta, ça veut dire quoi? Ça veut dire que y de D est égal à y de delta. Ça veut dire que y de la droite D est égal à y de la droite delta. Ça veut dire que moins x plus 2 est égal à 2x plus moins 1. Et ça revient à dire quoi? Moins x, attends. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de mettre les inconnus d'un côté, les connus d'un autre côté. Donc moins x moins 2x est égal à moins 1, moins 2. Moins 3x est égal à moins 3. Donc x est égal à moins 3 sur moins 3 est égal à 1. Effectivement, donc x est égal à 1. Et pour vérifier, il faut mettre y est égal à moins x plus 1 ou dans y, c'est-à-dire celle de la droite delta 2x moins 1, remplaçant, ça c'est xa, on vient de dire, mais xa, remplaçant xa pour déterminer ya. Donc ya est égal à moins x1 plus 2 est égal à moins 1 plus 2 est égal à 1. Donc ya est égal à 1.
D'accord? Même si on utilise l'équation réduite de la droite delta, on aura toujours la même réponse. Sinon, on va dire sinon, YA est égal à quoi? 2XA moins 1 est égal à quoi? 2 fois 1 moins 1 est égal à quoi? Est égal à 2 moins 1 est égal à 1. Donc YA aussi est égal à 1. Dans les deux cas, c'est égal à 1. D'où A et de couple de coordonnées 1, 1. Très bien. Question numéro B. Vérifie que le couple de coordonnées du point A vérifie le système suivant. Eh bien, vérifions que le couple de coordonnées du point A vérifie le système, c'est-à-dire x plus y est égal à 2 et 2x moins y est égal à 1. Qu'est-ce qu'on a vu? Ça c'est quoi? Ça c'est la droite t et ça c'est la droite delta, et 1 c'est le couple 1, 1. Soit on va vérifier directement, on va faire un remplacement aveugle, c'est-à-dire on va remplacer XA qui est égal à 1 et YA qui est égal à 1 directement dans le système équation par équation, vérifie que la première équation est vérifiée, vérifie que la deuxième équation est vérifiée pour dire que vraiment le couple YAXR, ça c'est une solution. Sinon on peut dire que la réponse la plus maligne, on va dire que on sait que A est intersection des droites D et delta. Donc, les coordonnées de A vérifient les équations de D et delta. Sachant que Y, l'équation réduite de D qui est écrit Y qui est égal à moins X plus 2 et delta Y qui est égal à 2X moins 1, cela revient à écrire quoi? Cela implique que X plus Y est égal à 2, on va mettre X de ce côté et moins 2x, sinon on va mettre 2x moins y est égal à 1, c'est-à-dire on va mettre le 1 de ce côté et le y de ce côté, comme ça on aura 2x moins y est égal à 1. Et ce système, ça vous rappelle quoi? C'est le système de la question, d'où le couple est solution unique du système S. D'accord? Ben, c'est assez chaud cet exercice pour les élèves de 3e année collège. Voilà, donc c'était la correction de l'exercice 2 et on passe à l'exercice numéro 3. Très bien, exercice 3. On écrit exercice 3. Alors, ils disent quoi? Ils disent soit A, B, c'est un triangle et la translation qui transforme le point B, donc T, donc c'est la translation T qui transforme le point B en point A. Et le point I, milieu du segment AC. D'accord? Donc j'ai A, B, C, un triangle quelconque. T, donc petit t, c'est une translation de vecteur BA, parce qu'il transforme B en A. Très bien. Et I, milieu. Donc ça, c'est les données de l'exercice. I est milieu du segment AC. D'accord. Maintenant, ils me disent quoi? Construire le point
D, l'image du point C par la translation T, et montrer que BC est égal à, le vecteur BC est égal au vecteur AD. D'accord. Donc 1. On va commencer par construire le point D. Construisons le point D. Image de C par la translation T. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut écrire? Avant de dessiner, il va falloir écrire un certain nombre de conclusions, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on a D et image de C par la translation T. Par la translation petit t. Ben ça, c'est systématiquement dire que le vecteur BA, c'est-à-dire le vecteur de la translation T, est égal à quoi? Au vecteur CD. D'accord? Parce que la translation va me transformer le point C en point D. Avec quoi? Avec la distance BA qui va être égale à la distance CD. Ça, on l'a déjà vu. Très bien. Et qu'est-ce qu'on peut en conclure aussi? Que BA, CD est un parallélogramme. Ainsi, BADC est un parallélogramme. D'accord? Et si BACD est un parallélogramme, c'est-à-dire si je trace les 4 points, j'ai BADC. Là, je viens de montrer que BA est égal à CD. Et j'ai ABCD ou BADC est un parallélogramme. Il me reste quoi? Il me reste les deux autres vecteurs. D'accord? Et ça, je peux rajouter. Et aussi, on a le vecteur BC qui est égal au vecteur AD. Avec quoi? Avec la distance BC qui est égale à la distance AD. Et avec ça, et ça, je peux tracer le point D. D'accord? Ça, il faut toujours se mettre dans la tête qu'il va falloir écrire ces 3 phrases pour appuyer donc la représentation de votre point D. D'accord? Et on va tracer tout ça. On va sortir, on va tracer un triangle quelconque, 3 points différents. Hein. Donc on va le nommer le sommet A, le second point B et le dernier point C. Très bien. Et qu'est-ce qu'on a? On a I milieu du segment AC. On va tracer la médiane. Voilà. Et on va la nommer le point I. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a montré quoi? Que BA est égal CD. On va le tracer avec une autre couleur, avec du bleu. D'accord. BA qui est égal à CD. Donc la distance BA est égale à la distance CD. Et nous avons la distance BC qui est égale à la distance AD. BC qui est égale à la distance AD. Et bien avec ces deux conclusions, on peut tracer notre point D. On va sortir notre compas. On a BA. Je vais chercher BA. Je vais mesurer la distance BA avec mon compas. Voilà la distance. Je verrouille mon compas. Et ça doit être égal à CD. Voilà le point C. Je vais reprendre mon compas. Je vais le mettre sur C. Et je trace le premier arc. Voilà. Et la seconde distance, c'est quoi? C'est BC. Donc je vais mettre mon compas sur BC. Je cherche la bonne distance. Je verrouille mon compas. Et je reprends mon compas, mais cette fois-ci sur le point A, pour tracer AD. Je lâche le crayon et je trace mon second arc.
Et bien là, je viens de définir un point d'intersection qui est le point D. D'accord? Et là, je peux tracer les segments qui me manquent. Donc, c'est A, B, C, D qui est un parallélogramme. Donc, A, B, B, C, C, D et DA. Voilà mon parallélogramme et je peux dire que cette distance est égale à cette distance et cette distance est égale à cette distance. D'accord? Voilà, donc la représentation du point D. Maintenant, revenons à notre énoncé. Qu'est-ce qu'ils disent? Et montrer que BC est égal à AD. Ben, on l'a déjà montré. Il va falloir reprendre juste ce paragraphe pour montrer que BC est égal à AD. Voilà, c'est ça l'intérêt de tout écrire avant de tracer le point image d'un autre point, de tracer la première phrase, c'est-à-dire de faire sortir la première distance et de faire sortir la deuxième distance avec un petit schéma où vous montrez que c'est un parallélogramme. Ça complète, ça montre que vous avez bien compris le cours et que vous savez l'appliquer. Donc ça, on le fait systématiquement. Ça vous a aidé là, non seulement de tracer D, mais en même temps de prouver ou de montrer que BC est égal à AD. Très bien, et on passe à la question numéro 2. Montrer que I est milieu de segment BD. Montrant que I est milieu du segment BD. Ça, c'est facile, je pense. Qu'est-ce qu'on a? On a A, B, C, D est un parallélogramme. D'accord? On a A, B, C, D est un parallélogramme. Et nous avons les diagonaux de ce parallélogramme qui sont quoi? C'est A, C et B, D. Et puisque I, c'est le milieu du premier diagonal AC, donc systématiquement I, c'est le milieu du second diagonal BD. Ça, c'est facile. Très bien, on écrit tout ça. On a A, B, C, D est un parallélogramme. Et le segment AC et le segment BD sont les diagonaux. Sachant que I est milieu du segment AC, parce qu'ils le disent, donc on conclut que I est milieu du segment BD. C'est tout. Très bien. Troisième question. Soit le point E tel que IE est égal à CD. D'accord. On a I vecteur IE qui est égal au vecteur CD. D'accord. Déterminer l'image du triangle BCI par la translation T. Déterminant l'image du triangle BCI par la translation T. Qu'est-ce qu'on peut dire? Dans le triangle BCI, on va chercher ce triangle BCI, BCI, on va le tracer avec une autre couleur. Alors, segment avec une couleur, on va jouer avec du vert. B, votre segment B, C, I. Voilà. Donc, c'est quoi l'image du triangle BCI? On a quoi? On a l'image de B
par la translation T, c'est le point A. Et l'image du point C par la translation T, CD. Ça, on l'a fait tout à l'heure. Maintenant, il va falloir trouver l'image de I. C'est quoi l'image de I? C'est un point quelque part, selon le vecteur BA. Donc, il va falloir trouver l'image du point I. Et l'image du point I, on va le tirer de l'expression qu'ils nous ont dit. C'est IE qui est égal à CD. Et dans l'expression ici, dans le schéma, qu'est-ce qu'on a? Le vecteur CD. Le vecteur CD, c'est quoi? C'est le vecteur BA. Pourquoi? Parce que ABCD est un parallélogramme. On a ABCD est un parallélogramme. Donc BA, le vecteur BA est égal au vecteur CD. Et de ça, qu'est-ce qu'on conclut? Que IE est égal le vecteur BA. Donc, le vecteur BA, c'est quoi? C'est le vecteur de la translation T. Donc, la translation T va transformer I en E. D'accord? Donc, E est le point qui me manque. Donc, l'image de BCI, c'est le triangle ADE. On va écrire tout ça. On a l'image du point B par la translation T et A. Pourquoi? Parce que c'est le vecteur BA. C'est une translation de vecteur BA. Ça, c'est connu. Et on a l'image du point C et le point T par la translation T. D'accord? Car quoi? Quand on a montré, c'est donné dans le cours, hein, c'est même pas la peine de justifier. Maintenant, il nous reste le point I. Or, on a IE, le vecteur IE qui est égal au vecteur CD, et BA qui est égal à CD, car ABCD est un parallélogramme. On conclut de quoi? On conclut de ça et de ça. On conclut que IE est égal à BA. Ainsi, l'image du point I par la translation T est le point E. Donc, l'image du triangle BCI est le triangle. C'est quoi? Le triangle ADE. On va le tracer ça aussi. Alors, on va tracer l'image. On va sortir le compas directement. On cherche la distance CD. Voilà, je vire le compas, je le mets sur le I et je trace mon arc. Et j'ai quoi? J'ai la distance CI qui doit être égale à DE. Pardon. Je le mets sur le 1 et je trace mon arc. Très bien. J'enlève le compas et je récupère mon petit point ici. Ça, c'est le point E.
D'accord. Et je vais effacer ces écritures pour libérer un petit peu. Voilà. J'enlève ça aussi. Vous avez compris. Maintenant, je trace les segments ou carrément le triangle ADE. Comme ça, on va prendre une autre couleur. On va prendre le rouge. Donc le segment AD, segment DE et le segment AE. Voilà. D'accord. Voilà, on vient de tracer l'image et on vient de terminer donc l'exercice numéro 3. Donc c'est simple et c'est clair. Donc c'est bien le triangle ADE. Voilà, donc je pense que ça a été facile aussi pour cet exercice 3. Et on passe à l'exercice numéro 4. Très bien, et on passe à l'exercice 4. Et le dernier, donc 4 exercices, mais qui restent toujours des exercices un peu chauds. Très bien. Donc, il n'y a pas ce schéma de questions faciles où vous pouvez récupérer le maximum de points. C'est des questions qui sont d'un niveau un peu supérieur. Donc cet examen, je pense que c'est plus d'intelligence et de dextérité que de tester votre habilité à répondre à un maximum de questions ou à un nombre important de questions pour récupérer le maximum de points. Mais ça n'empêche de travailler ce type d'examen pour avoir la main sur ça. Très bien, sans tarder, on va commencer. Et on me demande quoi? Dans un repère orthonormé, OIJ. Alors là, c'est pas vecteur, il faut mettre... non, ça c'est le niveau baccalauréat, ça. C'est le cycle du lycée. Normalement, il devait mettre O, I, J. C'est le point O et le point I et le point J. Le repère orthonormé OIJ, c'est correct, mais vous ne l'avez pas encore vu. Vous n'avez pas encore vu le vecteur I et le vecteur J. Parce que le vecteur I, c'est quoi? C'est le vecteur OI. Et le vecteur J, petit j, c'est le vecteur OJ. Sachant que O c'est un point et I c'est un point, O c'est un point et J c'est un point. Vous avez les coordonnées de O qui c'est 0, 0 et vous avez les coordonnées de I qui est 1, 0 et vous pouvez calculer les coordonnées du vecteur I. D'accord? C'est xi moins xo, c'est-à-dire 1, 0. Et J, le vecteur J, c'est 0, 1, c'est l'inverse. Mais de mettre un repère orthonormé OIJ, vous ne l'avez pas encore vu. Il va falloir mettre OIJ avec des points. Très bien, mais c'est petite remarque. Et on passe. Qu'est-ce que nous avons? On considère les points A, B et C, représentés dans la figure ci-dessous, ou ci-contre, et soit I, d'accord, et milieu du segment BC. Bah déjà, s'ils disent I, c'est milieu de BC, et je vois là sur la représentation que I, elle prend quoi comme coordonnée? Graphiquement, elle prend coordonnée 2, 2. Et ça, c'est pas correct, je vais dire, parce que normalement, I, c'est 1, 0. C'est un point relatif c'est un point relatif au repère. Il va falloir mettre un autre point ici. C'est pas un I. Ça prête confusion pour les étudiants. Bon, on va s'aligner à l'exercice. On va dire que I c'est 2, 2. Très bien. Et qu'est-ce qu'ils disent? Il faut faire attention. Parce que les étudiants de 3e année collège, il faut s'aligner sur ce qu'on a eu dans le... de toute façon... Bon, on va s'aligner, on continue. Très bien. Première question. Montrer que
le couple de coordonnées du vecteur AB est 2, 2. Donc vérifions que le couple de coordonnées du vecteur AB, c'est quoi? C'est 2, 2, d'accord? Et le couple de coordonnées du vecteur BC, c'est quoi? C'est moins 4, 4. Et bien pour vérifier ça, de quoi j'ai besoin? J'ai la représentation graphique, il y a des points dessus, mais il va falloir déterminer le couple de coordonnées de chaque point. Donc déterminons d'abord le couple de coordonnées des points, on va sortir tous les points, des points A, B, I et C. D'accord? Sur le point A, qu'est-ce qu'on a? Donc si on fait une projection du point A sur l'axe des abscisses et une projection sur l'axe des ordonnées, je vais trouver quoi? C'est 2, moins 2. De même pour le point B, si je fais une projection sur l'axe des abscisses, je vais trouver 4. Si je fais une projection sur l'axe des ordonnées, je vais trouver un 0. Pour le point I, c'est 2, 2. On l'a déjà vu. Et pour le point C, on a la projection sur l'axe des abscisses, c'est un 0. Et la projection sur l'axe des ordonnées, c'est un 4. Voilà. On vient de déterminer les coordonnées des points avec lesquels on va travailler. Donc, le vecteur AB, l'expression c'est XB moins XA, YB moins YA. Pourquoi? Parce que A, c'est l'origine du vecteur, et B, c'est l'extrémité. Donc, je rappelle pour ceux qui... Et B moins... Et pourquoi je fais XB moins XA? Parce que c'est toujours l'extrémité moins l'origine. Extrémité moins l'origine. D'accord? Et je dis que AB, c'est XB, c'est 4, moins XA, c'est 2. Et j'ai quoi? YB, c'est un 0. Non. Oui, c'est un 0. Et YA, c'est un moins 2. Moins 2, ça fait plus 2. Donc le AB, ça revient à écrire 2, 2. Et c'est correct. Maintenant, pour le vecteur BC, toujours le même principe. XC moins XB. YC moins YB. J'applique XC, c'est combien? C'est 0. Moins XB, c'est 4. Et YC, c'est 4 moins 0. 4 moins 0. Et ça va me donner quoi? C'est un BC, vecteur BC bien sûr, moins 4 et 4. Voilà, donc le vecteur. Donc le couple de vecteurs le vecteur BC, c'est moins 4, 4. Et le vecteur AB est 2, 2. Très bien. Maintenant, petit b, petit b, qu'est-ce qu'on nous dit? Montrer que la distance BI est égale à la distance AB. Montrant que la distance AB est égale à la distance BI. Ça, c'est simple. On a le vecteur AB de couple de coordonnées 2, 2. Donc, la distance AB, c'est quoi? C'est la racine de 2 à la puissance 2 plus 2 à la puissance 2. Ça, on l'a vu dans le cours. On prend le couple de coordonnées, on va faire la puissance plus la puissance du second et on fait la racine. Donc AB, la distance AB, c'est quoi? C'est la racine. 2 fois 2, ça fait 4. Et 2 fois 2, ça fait 4. 4 plus 4, ça fait 8. Donc AB est égal à racine de 8. Et 8, c'est quoi?
c'est 2 fois 4, c'est 2 fois, ouais, donc c'est 2 racine de 2. D'accord? Donc la distance AB est égale à 2 racine de 2. Maintenant, il va falloir calculer la distance BI. Comment on va faire ça? On a le vecteur BC. C'est quoi comme couple de coordonnées? On va utiliser ce qu'on a calculé. C'est moins 4, 4. Donc, la distance BC, donc le même principe, c'est moins 4 à la puissance 2 plus 4 à la puissance 2, le tout à la racine. Donc BC est égal 4 fois 4, ça fait 16. Plus 4 fois 4, ça fait 16 aussi. Donc racine, c'est la racine de quoi? C'est la racine de 32. Et 32, je peux la calculer comment? C'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois 2, ça fait 8. Et 8 fois 2, ça fait 16. Et fois 2, ça fait 32. Et j'ai combien? J'ai 2 à la puissance 2 fois 2 à la puissance 2 fois 2. Ça est égal à combien? Ça fait égal à 4 racines de 2. D'accord? Or, I est milieu du segment BC. Ça, on l'a vu. Vous avez le segment BC et vous avez ici le milieu. Si vous avez la distance BC, eh ben la distance BI, c'est quoi? C'est BC sur 2. Donc, BI est égal à BC sur 2. Soit, BI est égal à 4 racines de 2 sur 2. Je simplifie 2 par 2. Qu'est-ce que j'obtiens? Un BI qui est égal à 2 racines de 2. On conclut que BI est égal à AB est égal à 2 racines de 2. D'accord? Et on passe à la question numéro 2. Très bien, jusqu'à maintenant c'est bien. Montrer que y est égal à moins x plus 4 est l'équation réduite de la droite BC et y est égal à x moins 4 est l'équation réduite de la droite AB. D'accord. Ça, on l'a déjà vu, donc on va appliquer la règle, hein, montrant que BC est l'équation réduite y est égal à moins x plus 4 et l'équation réduite de la droite AB et y est égal à x moins 4, l'inverse. D'accord. Ben, on suppose, comme on fait tout le temps, hein, on suppose que y est égal à mx plus p est équation réduite de la droite BC avec m et p sont deux nombres réels à déterminer. D'accord? Déterminant M la pente de BC. Et qu'est-ce qu'on a vu? M, c'est quoi? Puisqu'on parle de la droite BC, donc c'est YB moins YC sur XB moins XC. Ou l'inverse, c'est YC moins YB sur XC moins XB. J'ai les coordonnées de B et de C, donc je peux déterminer M, qui est la pente. Donc si je prends YB, c'est combien YB? On va le récupérer directement. Donc YB, c'est 0. YC,
c'est 4. XB, c'est 4. Et YXC, c'est 0. Ça fait moins 4 sur 4, ça fait moins 1. Donc M est égal à moins 1. Donc l'équation réduite de BC s'écrit Y est égal à moins X plus P. Maintenant, on a B, le point B qui appartient à la droite BC, et le point C qui appartient à la droite BC. C'est logique, parce que le nom de la droite est composé de 2 points. C'est pas une droite D ou une droite delta, c'est déjà BC. Donc déjà B et C, c'est inclus dans la droite BC. Donc là, on va utiliser le couple de coordonnées de B ou de C pour déterminer P. Ainsi, on remplace, on va prendre P, hein, XB, YB dans l'équation 1. On va dire ça, c'est 1. Et on aura quoi? YB qui est égal à moins XB plus P. YB, c'est 0, moins XB, c'est 4. Donc P est égal à 4. On conclut que l'équation réduite de la droite BC n'est rien. Deux points ici. Y est égal à moins X plus 4. D'accord? De même pour la droite AB avec Y est égal à M'X plus P'. Déterminant M', la pente de AB. Donc, M', c'est quoi? C'est YB moins YA sur XB moins XA. On peut même dire que c'est YA moins YB sur XA moins XB. On remplace, donc M', c'est quoi? YB, c'est 0. Moins YA, c'est moins 2. XB, c'est 4. Moins XA, c'est 2. Ça fait 2 sur 2, ça fait 1. Donc M' est égal à 1. Donc AB, Y est égal à X plus P'. Maintenant, déterminons P'. Déterminant P'. Bah, c'est par le même principe. On a le point A qui appartient à la droite AB et le point B qui appartient à la droite AB. C'est normal parce que le nom de la droite est composé du nom de 2 points qui sont A et B. On remplace. Vous prenez A ou B, c'est la même chose. On remplace par exemple B, le couple de coordonnées XB, YB dans l'équation 2. On va dire que ça c'est 2. Et on trouve quoi? C'est YB est égal XB plus P. YB c'est combien? C'est 0. XB c'est 4 plus P. Donc P est égal à moins 4. On conclut que la droite AB est d'équation réduite Y est égal à X moins 4. D'accord? Et on vient de vérifier aussi ça. Très bien, et on passe à la question numéro 3. Alors, 3, ils disent quoi? On déduire que les droites AB et BC sont perpendiculaires. Ça, c'est facile. Déduisons que AB et BC sont perpendiculaires. D'accord. Rappel,
vous savez que si vous avez deux droites D et delta, la première sa pente est M, la deuxième sa pente est M', dire que D est parallèle avec delta, ça revient de dire que M est égal à M'. Et si M fois M' est égal à moins 1, on dit que les deux droites sont perpendiculaires. Ça, on sait ça. Donc, il va falloir multiplier les pentes. On a les pentes de AB et BC sont moins 1 et 1 respectivement. Or, leur produit c'est quoi? Leur produit c'est moins 1 fois 1 est égal à moins 1. Donc, on conclut que effectivement AB et BC sont perpendiculaires. D'accord? Très bien, ça c'est facile. Et on passe à la question 4. Montrer que OABI est un carré. Montrant que OABI est un carré. Donc, montrant que OABI est un carré. D'accord, donc pour montrer que OABI est un carré, il y a des étapes sur lesquelles il faut passer. 1, il faut montrer que c'est un parallélogramme. Ça, c'est impératif. Il faut montrer aussi que vous avez trois côtés qui sont égaux. Sinon, ça va être un carré, ça peut être ça peut être un rectangle ou ça peut être un losange. Et pour éviter que ça ne soit pas un losange ou un rectangle, il faut montrer que vous avez deux angles rectangles. Si vous avez deux angles rectangles, trois côtés égaux, qui vous avez montré que c'est un parallélogramme, vous êtes sûr et certain que vous êtes sur un carré. Deux angles rectangles exactement. Donc, maintenant, montrons que c'est un parallélogramme. Montrant que OABI, c'est ça? Oui, est un parallélogramme. Ça, c'est les étapes qu'il faut apprendre. Hein. Ça, on pose beaucoup de questions sur voilà, ce type de questions. On le rencontre pas mal, de montrer que c'est un carré. Donc, tant que vous n'avez pas montré ces trois conditions, vous n'êtes pas sur un carré. Donc, pour montrer que c'est un parallélogramme, on a déjà calculé le vecteur AB. On sait que le vecteur AB est de couple de coordonnées quoi? C'est 2, 2. Maintenant, il va falloir calculer le vecteur OI. Calculons le vecteur OI. Ça, c'est facile. OI, c'est quoi OI? C'est XI moins XO, YI moins YO. Donc, OI, c'est XI, c'est 2, moins 0, et YI, c'est 2, moins 0. Donc, OI, de couple de coordonnées, 2, 2. Et qu'est-ce qu'on a vu dans le cours? Si on a deux vecteurs qui ont le même couple de coordonnées, ces deux vecteurs sont égaux. Donc, OI est égal au vecteur AB. D'accord? Est-ce qu'on peut dire que OI, BA est un parallélogramme? Je peux tracer ça pour vous montrer. OI, BA. C'est ça le schéma. OI, BA. Donc, OI, BA est un parallélogramme. D'accord? Et OI, BA, c'est aussi
O, A, B, I. C'est l'inverse. Donc, O, A, B, I est un parallélogramme. Voilà la première condition que je viens de montrer. Maintenant, montrons que nous avons trois côtés qui sont égaux. Montrons que les côtés sont égaux. Pas tous les côtés, mais plutôt 3. Minimum 3. D'accord? On a déjà quoi? On a montré quoi? On a montré que AB est égal à BI. C'est très bien. Donc, je reprends mon rectangle. O, A, B, I. On a déjà montré que AB qui est égal à BI. Maintenant, il va falloir montrer que OA aussi est égal à AB ou qui est égal à ABI. Par contre, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que OI est égal à AB. OI, donc de ça, avec, je peux rajouter ici avec OI qui est égal à AB. OI qui est égal à AB. D'accord? Or, on a vu que OI est égal à AB. D'où les trois sont égaux. OI est égal à IB, ou BI, c'est la même chose, hein, c'est une distance, qui est égale à AB. Et là, je viens de montrer que les trois côtés sont égaux. Donc, trois côtés de ce parallélogramme sont égaux. Voilà la deuxième condition que je viens de vérifier. Maintenant, il me reste la troisième condition, c'est que vous avez deux angles rectangles. Montrons que nous avons deux angles rectangles. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la droite AB est parallèle, ou plutôt perpendiculaire à la droite BC. Et que I est inclus dans BC. Donc, BI est perpendiculaire à AB. O, A, B, I. D'accord? On a vu quoi? On a vu que la droite AB est perpendiculaire à la droite BC. Et puisque I est inclus dans BC, donc BI est perpendiculaire à AB. Voilà mon premier angle rectangle. D'accord? Maintenant, il va falloir vérifier aussi que nous avons un autre angle rectangle, n'importe lequel. Je peux le tirer soit de OA, soit de BI. Et comme on va déterminer l'équation réduite de OA par exemple. D'accord? Déterminant l'équation ou la pente carrément, déterminant uniquement la pente, pas la droite, déterminant la pente de la droite OA, ou comme vous voulez, de la droite OI, mais on va prendre OA. Donc la pente de OA, M' seconde, est égale à quoi? C'est YA moins YO sur XB moins XO. Donc M seconde, c'est YA. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, ça c'est A. Très bien. YA, c'est combien YA? C'est moins 2, moins 0. Et XB,
c'est 2 moins 0. Donc, c'est moins 1. La pente de la droite est moins 1. Or, la pente de la droite AB est combien? On l'a vu. C'est 1. D'accord? Donc, non, attends, tac et tac. Donc, le produit des pentes de la droite AB et de la droite OA est combien? C'est moins 1 fois 1, qui est égal à moins 1. Donc, la droite AB est perpendiculaire à la droite OA. D'accord? Et là, je viens de montrer que j'ai un autre angle droit. OA est perpendiculaire à AB. Et là, je viens de montrer que j'ai un autre angle droit dans mon parallélogramme OABI. Ainsi, on a deux angles droits dans le parallélogramme OABI. C'est la troisième condition que je viens de montrer. 2, 1, 2 et 3. On conclut que OABI est strictement un carré. Voilà. Ça, c'est une question vraiment qui vaut un prix. PlayStation 5. Voilà, donc l'examen, je viens de le terminer. Donc cet exercice, il est vraiment très chaud aussi. Pour moi, en général, c'est un examen qui demande quand même. C'est des questions qui sont de haut niveau, un examen digne de son nom. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite bon courage pour la suite. Voilà, je vous invite à vous entraîner sur cet examen aussi, de le refaire et de le refaire, parce qu'il comporte des questions qui demandent une bonne réflexion des choses. Et si vous travaillez ce type d'examen, vous allez acquérir cette habilité de répondre à des questions un peu difficiles. Sur ce, je vous demande de voir aussi les autres examens. Bon courage et à la prochaine.